Hors série, les dossiers BFM Business, AI for Finance, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue pour ce hors-série sur BFM Business, hors-série que l'on tourne depuis le Palais Brongniart où a lieu l'événement AI for Finance, et on va continuer évidemment à parler d'intelligence artificielle pour ce secteur de la finance. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Alors on va parler évidemment de comment la data s'intègre dans la stratégie digitale de grands groupes. On aura 2 témoins avec nous. Quels nouveaux services peuvent être proposés aux clients, et puis en quoi la qualité de la donnée est cruciale. On en parle beaucoup, c'est un des points essentiels au cours de cette matinée. Et puis, quelles infrastructures mettre en place? Oui, il faut faire fonctionner tout ça. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Pauline Leclerc-Glorieux, directrice générale de BNP Paribas Cardiff. Bonjour. Pauline, merci d'être venue. À vos côtés, Samuel Bonamigo. Bonjour Samuel. Bonjour. Vice-président IMI South de Google Cloud. Alexandre Giros, bonjour. Bonjour. Directeur de l'innovation, du digital et de la data pour la Banque Postale. Et Jacques Tessière. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue, District Manager pour la finance en Europe chez NetApp. Donc je parlais d'infrastructure, évidemment c'est avec vous qu'on parlera, et avec Samuel de tous ces sujets. Alors tiens, je vais démarrer avec vous Alexandre Giros de la Banque Postale. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors l'IA, mais c'est faut peut-être plus parler de la data qui fait vraiment partie du plan stratégique du groupe, et plus particulièrement de la Banque Postale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en guise d'introduction, comment aujourd'hui, lorsqu'on parle de la stratégie du groupe La Poste, la stratégie de la Banque Postale, la data est au cœur de tout ça? Alors effectivement, pour remettre un tout petit peu de contexte, on sort de la rédaction d'un nouveau plan stratégique il y a maintenant 6 mois, avec un objectif clair mais assez ambitieux de devenir la banque préférée des Français d'ici 2030. Et pour ça, évidemment, la data fait partie des chantiers stratégiques. Pour plein de raisons. Comme beaucoup de secteurs, on fait face à un bouleversement du modèle distributif. On voit beaucoup plus nos clients sur les services digitaux. Un client qui vient sur l'application, il vient plus de 20 fois par mois. On les voit un petit peu moins en bureau, en agence. Donc ça fait beaucoup plus de data qu'on peut utiliser finalement pour être plus pertinent et pour améliorer notre intensité relationnelle. Soit en self-care, pour les clients qui sont autonomes, on va utiliser la data pour vendre le bon service, le bon produit au bon moment au bon client, mais également en réseau physique, en aidant nos collaborateurs. Cette notion de conseiller augmenté, comment mieux utiliser la data pour que nos conseillers puissent mieux accompagner les clients. C'est 2 des grands axes sur lesquels on va travailler la data dans les prochaines années au sein de ce plan stratégique de la Banque Postale. Et puis dessus vont bien sûr se greffer cette couche d'intelligence artificielle pour Évidemment. travailler autour de tout ça. Pauline Leclerc-Glorieux, donc chez BNP Paribas Cardiff. Alors chez vous, l'intelligence artificielle, la data, on reviendra dans un instant sur la qualité de la data justement. Le but, c'est de rendre l'assurance plus accessible. Alors expliquez-nous, peut-être avec des exemples très concrets. Alors effectivement, nous, notre mission, c'est de rendre l'assurance plus accessible, et ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire, c'est d'aller beaucoup plus loin dans cette direction. Et je vais vous donner des exemples très simples. Vous achetez un bien immobilier, un appartement. On connaît tous cette situation, source de stress, le notaire, le crédit, le déménagement. Et en plus, on vous rajoute l'assurance de prêt. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut simplifier les choses pour le client? On y est arrivé assez facilement au moment où il souscrit son assurance. Parce que tout simplement, on est passé de questionnaires médicaux papier à des questionnaires en ligne. Et aujourd'hui, dans 8 cas sur 10, en quelques minutes, à travers un questionnaire de santé en ligne, le client, on lui dit c'est bon, vous êtes assuré, vous n'avez plus besoin d'y penser. Quand le client veut faire jouer son assurance, là, c'est un peu plus compliqué. Source de stress pour le client, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et on va avoir besoin de l'intelligence artificielle parce qu'on va devoir combiner du callbot, du chatbot pour comprendre ce qui se passe. On va extraire des données des documents qu'ils nous envoient, toujours avec l'intelligence artificielle, on va l'analyser, et avec un objectif toujours le même, qui est de pouvoir lui dire rapidement c'est bon, c'est pris en charge. Et ça, c'est quelque chose de très concret chez nous. Le premier exemple dont je vous parlais, il se passe en France, 8 cas sur 10 à la souscription. Cette deuxième situation, c'est ce qu'on a en Colombie. Pourquoi la Colombie? Parce qu'on a 33 pays, dont la Colombie. Et en Colombie, aujourd'hui, ça tourne, et on voit que dans 8 cas sur 10, on est capable immédiatement de dire au client c'est bon, on vous prend en charge. Donc voilà, meilleur service et plus facile à utiliser. Je vous laisse le micro, Pauline Leclerc-Glorieux, justement, pour mener à bien vos projets. Lorsqu'on a préparé cette émission, on m'a dit tout est dans l'exécution. Il faut une vraie culture de la donnée. Alors ça veut dire quoi, une culture de la donnée? Alors une culture de la donnée, c'est finalement repartir aux fondamentaux de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça analyse, ça interprète des masses de données. Mais si ces données, on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre produit, extension de garantie en automobile.
vous achetez une voiture, on vous garantit que si jamais elle tombe en panne, on la prendra en charge. Ça nous donne 2 millions de véhicules sur lesquels on a des données, on sait quelles sont les marques qui tombent en panne, quelles sont leurs faiblesses. Cette donnée-là, elle doit être d'excellente qualité si on veut pouvoir améliorer le service au client, dire à celui qui vend la voiture, attention, vérifiez bien ça. Donc ça veut dire tout au long de la chaîne, vous sensibilisez dès le départ voilà, tous les collaborateurs voilà, sur les applications à bien saisir Ça veut cette dire donnée. qu'effectivement, ce n'est pas juste une couche supplémentaire. L'intelligence artificielle, c'est toute l'entreprise qui doit être en train de produire de la donnée et d'avoir une donnée de qualité maîtrisée pour pouvoir l'utiliser. Alexandre Giraud, justement, maîtriser cette donnée, c'est pour vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une data. La data client est au cœur de votre stratégie. Et justement, quelle position vous adoptez vis-à-vis de cette data? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, j'entendais encore ce matin, on parlait du paiement via le téléphone avec les différents opérateurs. Et les gens disaient, ah oui, mais si je paye avec mon téléphone, mes données vont être aspirées. Enfin voilà, il y a une grande crainte autour de toutes ces données clients. Comment vous traitez ce problème? Alors sur les paiements, il ne faut pas qu'ils aient de crainte. Oui. On gère ça depuis des dizaines d'années et ça marche. Non, mais dès qu'on en dématérialise, on se dit, ça y est, ma data, Oui, elle s'en va. Mais ce qui est vrai, c'est que sur la data, c'est la base de l'IA. On est dans un double contexte un peu atypique à la Banque Postale. Le premier, par rapport à d'autres personnes qui nous écoutent, c'est qu'on est une banque, vous et moi, et donc on navigue dans un environnement très régulé, avec des organes de régulation puissants. Le RGPD qui nous concerne tous, évidemment, mais la DSP2, justement, sur les paiements, le secret bancaire, c'est un cadre, finalement, qui nous englobe et dans lequel on s'inscrit pour utiliser la data et dans lequel on peut avoir confiance. Donc, il y a une vraie confiance dans la data à avoir dans les banques. Le deuxième contexte un peu spécifique à la Banque Postale, c'est qu'on est la banque du groupe La Poste et tiers de confiance. Et cette filiation nous oblige. La Poste est une des premières entreprises à avoir sorti une charte data. Et donc, nous avons une grande conscience de la confiance que les Français nous portent. Et donc, on gère la data dans cette volonté de garder une confiance très forte auprès de nos clients. Et quand on dit la data client, elle appartient au client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne commercialise pas la data, on va évidemment l'utiliser pour mieux servir le client, pour aider nos conseillers à mieux accompagner les clients. On va aussi s'en servir pour un certain nombre de réglementations qu'on doit aborder. Mais globalement, on ne va pas commercialiser la data à l'extérieur du groupe La Banque Postale. Voilà, c'est leur data. Alors, on parle de cette data. Alors, cette data, elle n'est pas virtuelle. Elle repose, bien entendu, sur des infrastructures. Alors, on va descendre toutes les couches réseau du logiciel jusqu'à la couche très physique. On va parler aussi un peu infrastructure avec vous, Jacques Tessière de NetApp. Alors, je crois que vous êtes assez partenaire aussi avec Google Cloud. Vous retrouvez, enfin, NetApp, on vous retrouve partout, Google aussi, beaucoup, mais en tout cas sur cette partie, et pas que stockage. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses autour de la data. Vous vous occupez plus particulièrement, Jacques, de l'industrie finance. Alors, où vous retrouve-t-on aujourd'hui de par votre position de fournisseur, voilà, d'infrastructure, quelle tendance voyez-vous dessiner quand on vous dit l'intelligence artificielle s'installe au cœur de la finance? Alors NetApp, en tant que société technologique, déjà, c'est plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la finance. Aujourd'hui, 8 des 10 plus grandes banques mondiales nous ont fait confiance pour la gestion de leurs données. Aujourd'hui, on travaille, vous faisiez référence à Google en tant que partenaire technologique. La donnée aujourd'hui est un élément clé pour nos clients, un asset stratégique. Et aujourd'hui, cette donnée, on est là pour, au travers des solutions qu'on propose à nos clients, la gérer pour le compte de nos clients. Et vous sentez qu'il y a un niveau de maturité fort aujourd'hui? Enfin, on l'a vu là, on a 2 exemples, mais c'est pour ça qu'on les a choisis aussi, parce qu'ils sont beaucoup plus matures. Mais d'une façon générale, est-ce que alors la FinTech a évidemment poussé à utiliser davantage sa data, à la mettre au cœur de tout, mais quand vous voyez tous les projets se dessiner, on est à quel niveau de maturité? On est vraiment au tout début ou on a quand même franchi de sérieuses étapes? Alors, si on fait un focus sur la finance, je pense que dans le secteur financier, il y a une bonne expérience de la data. Aujourd'hui, les banques, étant donné que la donnée représente, on vient de l'entendre, un élément extrêmement important pour eux, et vu le volume de données, il y a une grosse maturité. Ne serait-ce que pour prendre un exemple, aujourd'hui, vous avez des nouvelles fonctions qui interviennent dans les organisations chez nos grands clients, qu'ils soient banques ou assureurs. Je vais prendre l'exemple du Chief Data Officer, qui est en tant qu'exec, partie prenante de la stratégie de la banque, qui va mettre en place la stratégie data pour supporter les objectifs business de la banque ou de l'assurance.
Alors, on va poursuivre justement, on le disait, ce partenariat avec vous, Samuel Bonamigo de Google Cloud. Alors, évidemment, les grands hyperscalers ont investi cet univers de la finance. Alors, vous, comment vous accompagnez ces banques, justement? Alors là, on a plutôt des grandes, mais vous accompagnez aussi des plus petites structures. Voilà, si vous pouvez nous donner quelques cas d'usage aujourd'hui de Google Cloud. Merci pour la question. Je pense que déjà, l'industrie finance est une industrie clé pour nous. On essaie de les accompagner sur 3 thématiques majeures. La première, c'est tout ce qui concerne la relation client, et vous en avez parlé tout à l'heure, à travers des projets concernant l'acquisition de nouveaux clients, le service client, par exemple la gestion des prêts. Vous en avez aussi parlé sur la partie données. Il y a une masse d'informations significative, donc on les aide à essayer de tirer le meilleur de la gestion de leurs données à travers des projets, par exemple sur la gestion des fraudes ou l'anti-blanchiment. Et puis fournir aussi aux banques des capacités de calcul complémentaires pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Si vous suivez un peu l'activité de Google Cloud au niveau européen, vous avez vu des partenariats assez significatifs qui ont été communiqués avec Commerzbank ou Deutsche Bank en Allemagne, HSBC ou Lloyds au UK, des banques un peu plus traditionnelles en Italie avec Banco Intesa, ou BBVA en Espagne qui travaille avec nous sur la sécurité et la gestion notamment de la cybersécurité, qui est quand même un sujet aussi clé pour les banques. Ah oui. En France, BPCE est un de nos clients et aussi Crédit Agricole à travers la mise à disposition et la mise en place de sa nouvelle banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment ce mouvement, quand on entend migration vers le cloud dans beaucoup d'industries, dans l'univers de la banque où la donnée est clé, on l'a encore dit. Voilà, les entreprises sont prêtes à confier leurs data. Alors évidemment, tout ça est contractualisé, mais voilà, aujourd'hui, c'est un vrai mouvement, aller vers le cloud, y compris dans la banque. Je pense que c'est un mouvement de fond, et c'est un mouvement de fond sur les grandes institutions bancaires, mais aussi sur les sociétés de plus petite taille. On en a parlé, c'est la beauté du cloud, de travailler sur l'ensemble des segments de marché. Par exemple, en France, des sociétés comme Nickel, qui est d'ailleurs une filiale de BNP Paribas, ou aussi Lydia, avec laquelle nous travaillons, et qui tire parti et qui tire le meilleur de Google Cloud à travers l'infrastructure, mais aussi du meilleur de Google à travers la partie B2C, marketing, Google Pay, Maps, et qui permet à Lydia de développer son activité en France, mais aussi à l'international. C'est un facteur d'agilité, j'imagine, Pauline Leclerc-Glorieux, d'aller vers le cloud? Alors sur le cloud, vous connaissez sûrement le programme du groupe BNP Paribas, qui est de construire son propre cloud, parce qu'effectivement, on considère que les données de nos clients sont absolument essentielles et que donc elles restent chez nous. Alors justement, on va parler des infrastructures avec vous aussi. Comment, pour vous, une fois qu'on a parlé de la data, vous parliez d'infrastructure, comment tout ça va venir se connecter, les parties intelligence artificielle, va venir se connecter au système d'information de l'entreprise? Alors effectivement, quand on rajoute de l'intelligence artificielle sur un système d'information, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on va le brancher, et puis aussi comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer à nos clients comment est-ce qu'il fonctionne. Donc c'est la raison pour laquelle l'option qu'on a prise au sein de BNP Paribas Cardiff, ça a été de dire que tous nos modèles seraient développés et tourneraient sur une plateforme mondiale. Ça nous permet de savoir sur quel jeu de données on les a entraînés, ça nous permet de dire aux clients c'est ces données-là qu'on a utilisées, c'est comme ça que le modèle fonctionne, on le surveille. Donc effectivement, ces enjeux d'infrastructure sont absolument clés. Alors là, on a de la chance, on l'a vu avec les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, Alexandre, on voit les datas sont qualifiées, les infrastructures sont bien là et puis elles sont bien posées. Comment ça se passe pour le passage à l'échelle? Comment on monte un peu, quelles sont les briques essentielles sur lesquelles on doit s'appuyer pour justement commencer à utiliser au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, toutes ces datas? Alors, il y a 2 choses importantes qui ont été dites. Il y a premièrement le fait que la data, c'est le terreau de l'IA, donc on doit avoir une data assez propre pour pouvoir faire de l'IA, et le niveau de maturité. Pour faire du big data, faire de l'IA, il faut un niveau de maturité assez fort, et je vois 4 grands axes sur lesquels on doit mesurer notre maturité. La première, c'est les compétences et l'organisation. On a fait venir des experts, ce sont des nouveaux métiers, donc on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et puis on a fait une organisation décentralisée pour mettre ces experts au plus près des directions, des métiers, et puis finalement de la data qu'ils utilisent. Le deuxième, vous en avez parlé, c'est l'architecture, le socle IT, qui nécessite quand même des investissements extrêmement forts, il faut le dire. On a beaucoup de données. Notre data lake qu'on a construit il y a plusieurs années, c'est 65 000 données, 45 000 qui sont rafraîchies quotidiennement. Ça nécessite des infrastructures assez importantes. La troisième, c'est l'administration de la donnée. Une fois qu'on a tout ça, on a la gouvernance. Oui, on a beaucoup de données, elles sont utilisées un peu partout. Elles sont utilisées par plusieurs directions, par plusieurs experts. Il faut organiser toute cette gouvernance justement pour respecter les règles dont on a parlé au début de cette émission. Et puis après, on est des banques, on est quand même des grosses structures, ça bouge très très vite, on est obligé de garder nos yeux et nos oreilles ouvertes.
pour regarder ce qui se fait à l'extérieur, aller chercher les bons acteurs. Et donc ça, on s'est équipé, on a Plateforme 58 qui est un incubateur et qui nous aide à aller chercher les bonnes fintech, AssureTech. On incube Monk, Cantev pour en citer quelques-unes. Et puis encore une fois, on est filiale du groupe La Poste. La Poste est très en avance sur l'intelligence artificielle, en particulier avec une filiale qui s'appelle ProBayes, qui édite des solutions et qui nous permet d'utiliser ces solutions à l'intérieur de la banque postale. Et puis le rachat cet été d'OpenValue, qui est un cabinet de conseil en big data et en intelligence artificielle, et qui va nous permettre d'accélérer sur tous ces sujets-là. Donc c'est tout cet écosystème qui nous permet d'avoir la maturité suffisante pour utiliser les data dans un écosystème maîtrisé. Voilà, ça c'est sur ces piliers. Et là-dessus, il faut rajouter, alors, on l'a dit il y a un instant, Pauline Leclerc-Glorieux, c'est la transparence, la confiance, hein, c'est un élément clé. Comment ça se passe sur le terrain? Comment on réussit à faire passer ce concept de confiance auprès de ses clients, puis des collaborateurs? Alors les clients, c'est en étant encore une fois extrêmement clair sur ce que la donnée va leur apporter. Les collaborateurs, ça va être un peu la même chose. Ils adhèrent beaucoup à notre mission, qui est de rendre l'assurance plus accessible. Donc il faut qu'on leur montre que l'intelligence artificielle, ça va permettre de rendre l'assurance plus accessible. On les forme, on leur donne des cas pratiques, on les associe aussi à un certain nombre de projets. Samuel, justement, ce passage à l'échelle, on arrive forcément à parler voilà, de taille importante. Et puis on entend parler, on ne l'a pas encore prononcé, mais de souveraineté. Ça évidemment, quand on a Google sur une émission, on parle, et quand on parle de data, on parle de souveraineté. Comment vous répondez aujourd'hui sur ces sujets, voilà, autour de la protection de la data, tous ces sujets-là? Tout d'abord, c'est un sujet qui est stratégique pour nous, sur lequel on travaille maintenant depuis plusieurs mois. Et j'ai envie de dire, on travaille sur ce sujet à travers 3 éléments clés. Le premier, on en a parlé, c'est la souveraineté des données. Donc faire en sorte que les données soient sécurisées, en conformité avec le RGPD, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est la souveraineté opérationnelle, c'est-à-dire comment on opère ces informations, ces données dans nos data centers, et faire en sorte qu'il y ait la plus grande transparence possible pour nos clients, mais aussi pour les pays dans lesquels on opère. Et puis le dernier sujet, je dirais, c'est la souveraineté de nos solutions, puisqu'en fait, on met à disposition des solutions logicielles. Il faut également que ces logiciels soient en accord avec les attentes des gouvernements et nos clients. Ça veut dire très concrètement des data centers installés en France, ça veut dire des partenariats avec des acteurs locaux. Alors en France, il y en a d'autres qui travaillent sur le cloud. On en a beaucoup parlé d'un il y a quelques jours, parce qu'il prépare son entrée en bourse, OVH Cloud pour ne pas le citer. Mais voilà, ça passe par tout ce genre d'opérations très concrètes. Ça passe exactement par ça. Donc si on parle de la France, moi j'ai dit souvent Google Cloud en France et pas Google Cloud France. Cette petite différence, elle fait une différence majeure, puisqu'en fait on doit prendre le meilleur de notre headquarter. Il y a une région France qui ouvre. Voilà, c'est un élément marketing, mais c'est un élément important. On a une région France qui va ouvrir tout début 2022. Donc c'est quand même, on montre quand même l'investissement de Google en France. Et puis aussi, pour la petite information, on a 7 data centers en Europe. On en a 4 qui sont en construction, parce que ce n'est pas uniquement la France, c'est être en conformité avec l'ensemble des pays au niveau européen. Et puis vous le mentionnez également, c'est la souveraineté, elle passe par des partenariats. Et on a été un des premiers à communiquer sur un partenariat d'ailleurs avec OVH il y a quelques mois, la mise à disposition de nos solutions sur leur data center. Et puis pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a communiqué sur un partenariat avec T-Systems également en Allemagne pour faire la même chose à l'échelle en Allemagne pour répondre aux besoins de souveraineté du pays. Et donc pour nous, c'est stratégique et on s'inscrit dans cette direction également en France. Dans quelques temps. Et c'était bien de le préciser. Jacques Tessier, pour NetApp, pour vous répondre à tous ces enjeux, vous dites souvent dans vos communications, nous, on est data-centrique. Voilà, alors on comprend à peu près ce que vous voulez dire, mais voilà. Ça signifie quoi pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont ici? Je rappelle, on enregistre cette émission depuis AI for Finance au Palais Brongniart à Paris. C'est une très bonne question, merci de me la poser. Donc en fait, la data est au cœur de notre stratégie et de notre vision. On parle même de data fabrique aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à nos clients, on faisait référence à la souveraineté. On sait que les banques aujourd'hui ont des environnements extrêmement complexes. Vous avez l'IT traditionnel, le legacy d'une banque, le cloud privé, pour les banques qui ont décidé de conserver les data en propre, et puis ensuite le cloud public. Aujourd'hui, NetApp travaille avec un grand nombre d'hyperscalers. Google est l'un de nos partenaires. Et par rapport à cette notion de souveraineté, on travaille également avec des cloud providers français, OVH, OBS, Outscale. L'objectif étant justement d'accompagner ces clients pour garder la maîtrise et le contrôle de la data, quel que soit l'environnement dans lequel ils vont décider de poser leur data. La notion qui va être clé, c'est la notion de sensibilité de la data. Quel type de data je peux déplacer dans mon
cloud public, dans mon cloud privé, ou forcément conserver certaines datas sur mon legacy. Donc c'est ça, pour vous, le data centric se tourne autour de ça. Alors quand on parle d'intelligence artificielle aussi, on a parlé de la data, on a parlé des infrastructures. Parlons un peu de l'humain, voilà, qu'il faut embarquer aussi dans tout ça. On dira aussi un mot, hein, rassurez-vous, sur tout ce qui est développement durable, parce que là aussi, il y a un point qui est en train vraiment de monter en puissance. Comment on embarque les équipes, Pauline Leclerc-Glorieux, sur tout ça chez BNP Paribas Cardif? Alors, on les embarque en les associant. Je vais vous donner un exemple très simple. On avait besoin d'avoir plus d'enregistrement de termes assurance. Parce que quand on entraîne un algorithme d'intelligence artificielle pour reconnaître ce que nous disent les clients ils utilisent des mots qu'on n'utilise pas d'habitude. Et donc on a dit à nos collaborateurs, est-ce que vous pouvez nous aider? On vous donne des textes, il faut les lire parce qu'on a besoin d'entraîner les algorithmes. Et immédiatement, on a une centaine de collaborateurs qui nous disent « mais bien sûr ». Donc voilà, on les embarque en les associant et puis en leur montrant aussi concrètement en quoi ça va les aider à mieux servir leurs clients. Oui, parce qu'on imagine que comme beaucoup d'endroits, il y a une première crainte déjà qui est très très schumpeterienne, comme on dit, mais voilà, de perte d'emploi, se dire oula, ça va me prendre mon métier, mais voilà, il faut expliquer aussi que c'est cette valeur ajoutée qu'on va donner. Exactement. Finalement, je suis au téléphone avec un client, l'intelligence artificielle me permet d'aller plus vite, de retrouver plus vite l'information, de le conseiller plus efficacement. À la fin, j'ai un client qui est plus heureux, qui est rassuré au téléphone. C'est extrêmement valorisant. J'ai plus de temps pour l'empathie. Alexandre, sur cette même question, comment on embarque ses collaborateurs? Alors, il y a clairement, on a mis en place un circuit de formation à tous les niveaux, depuis le chargé de clientèle en bureau de poste jusqu'à la direction générale, pour que tout le monde appréhende ces problématiques qui ont commencé à arriver, mais qui vont s'accélérer dans les prochaines années. Mais ça ne suffit pas, il faut rendre le sujet concret. Et donc, rien de mieux que des projets. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment de mettre en valeur les projets qu'on va faire à l'intérieur de la Banque Postale. Je vous donne un exemple qui a été très bien compris en interne à la Banque Postale et par nos clients. Le prêt express, on connaît très bien nos clients, qui sont clients depuis des dizaines d'années. On va les pré-scorer afin de leur proposer un crédit consommation en temps réel sur l'application mobile. Et ça, c'est clairement de l'utilisation de la data pour améliorer l'expérience client de nos clients sans prendre le job de notre collaborateur. Donc ça a été très bien compris et je pense que c'est par les projets qu'on va éduquer l'ensemble des collaborateurs. Jacques Tessier, cet humain, il est le cœur aussi. Alors voilà, il y a de la techno, mais derrière, il faut aussi comprendre ce qui se passe sur le terrain. Alors j'ai envie de dire, l'humain est clé, quoi. L'IA, l'expérience qui est la nôtre sur les projets d'IA, c'est que souvent les projets d'IA, qui sont des projets complexes, nous permettent de reconnecter les business lines avec l'IT. Ça, c'est un premier élément. Et accompagner, je dirais, avec un écosystème complexe, parce qu'un projet d'IA, c'est la technologie, des intégrateurs, potentiellement des hyperscalers ou des cloud providers français, pour mettre en place une solution dans son ensemble. Et ensuite, la formation qui accompagne les utilisateurs, soit pour traiter des besoins de détection de fraude, d'expérience client, de reconnaissance vocale. Après, les thématiques autour de l'IA sont vastes. On accompagne. Allez, il nous reste un peu moins d'une minute. Samuel, ce sera rapide, mais pourtant c'est quelque chose qui est en train de monter, qui figurait parmi les critères maintenant qui deviennent priorité. C'est tout ce qui concerne le développement durable. En anglais, on dit la sustainability, mais ça, c'est un élément clé. Je vais faire très court. Travailler avec Google Cloud, c'est travailler avec un cloud durable. Voilà. Je vous fais très court. C'est un engagement fort de Google de faire en sorte que d'ici à 2030, on soit totalement décarboné dans l'utilisation de nos data centers. Ça, c'est pour l'interne, mais on travaille aussi avec nos clients sur des projets de sustainabilité ou de durabilité, notamment avec notre partenaire Deloitte, avec lequel on a mis en place des analyses sur le portefeuille des produits financiers à travers 3 éléments, environnementaux, sociétaux et au niveau de la gouvernance, qui permet de travailler sur des portefeuilles entre guillemets vertueux pour les clients des banques. Pauline Leclerc-Glorieux, là sur ces critères ESG justement. Alors absolument central pour l'assurance qui fondamentalement est un métier de solidarité, qui investit beaucoup. Mais je vais vous donner un exemple très concret. L'économie circulaire, on sait tous que c'est un élément très important pour la sustainability. Eh bien nous, on assure aujourd'hui des téléphones portables vendus par back market contre le vol et la casse. Ça donne confiance aux clients, ça favorise tout simplement l'économie circulaire. Alexandre, sur cette partie ESG? Quand on est la Banque Postale, banque et citoyenne, évidemment, la transition juste, c'est un des éléments clés de notre plan stratégique. On y travaille via le Green IT,
Toute notre DSI a un programme de Green IT et également en recherche avec l'INRIA où on essaie de travailler sur l'IA frugale pour moins consommer évidemment. Voilà, eh bien, tiens, on mettra ça en thème pour l'année prochaine, l'IA frugale. Et Jacques, j'imagine que alors, chez vous, voilà, faire la liste des innovations dans le monde chez NetApp, ce sera assez... Alors nous, en tant que société américaine, c'est un commitment fort. Hein. L'éco-responsabilité sur l'ensemble de nos solutions est un élément clé. Et bien évidemment, souvent nos clients nous posent des questions relatives à ce sujet, notamment sur des projets, en nous demandant de leur expliquer ou de leur présenter un peu nos engagements sociétaux ou environnementaux. Eh bien merci à tous les quatre, Pauline Leclerc-Glorieux de BNP Paribas Cardiff, Alexandre Girose de la Banque Postale, Jacques Tessière, NetApp et Samuel Bonamigo, Google Cloud. Voilà, se termine ce premier hors-série. Il y en a un autre dont on va continuer à parler évidemment d'intelligence artificielle et de finance. Merci de nous avoir suivis. On était en enregistré cette émission depuis l'événement AI for Finance au Palais Brongniart. Et restez avec nous sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.